Donc aujourd'hui, on est là pour parler de cybersécurité et de freelancing, parler un petit peu des métiers, des enjeux, et cetera. Donc on a beaucoup de monde autour de la table. Avant de passer la main à Gloria qui est notre modératrice aujourd'hui, je vais déjà tous vous laisser vous présenter. Gloria, vas-y, je te laisse commencer. Je te remercie. Bonjour tout le monde, donc du coup je m'appelle Gloria Wanet, je suis consultante dans un cabinet de conseil qui s'appelle Strada et je fais de la gestion de risques. En parallèle, je suis également auto-entrepreneur avec ma structure qui s'appelle CyberZebra et je fais de l'accompagnement pour les professionnels en reconversion vers la cyber. Et en parallèle, je suis aussi membre du conseil d'administration de Women for Cyber qui est une association qui lutte pour la féminisation des métiers cyber. Et je laisse la main à Elisabeth. Bonjour à tous. Alors moi, je suis plus traditionnellement une consultante et je fais aussi beaucoup de formations dans le sujet de la cybersécurité. Et parmi les missions que je réalise, je suis tantôt responsable de la sécurité des systèmes d'information, donc RSSI en temps partagé pour des petites structures, ou responsable du SMSI, voilà, qui est aussi une structure de gouvernance et qui nécessite pas forcément un temps plein. Et donc quelques jours par mois, ça convient très bien aux structures que j'accompagne. Stéphane? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Stéphane Maradour, je suis freelance, indépendant. Je passe par la plateforme Malte, hein, j'apporte des conseils en cybersécurité dans le domaine de la GRC, c'est-à-dire gouvernance, risque et conformité, où j'ai une expérience qui commence à dater un peu maintenant, mais voilà, et qui me permet aujourd'hui d'être voilà, force de proposition et crédible pour répondre aux demandes et aux besoins des clients. Merci à tous. Et donc, je boucle la boucle. Moi, je suis Céline, je m'occupe des événements comme celui d'aujourd'hui chez Malte. Et je vais plutôt rester en backstage pendant cette session. C'est Gloria qui va pouvoir interroger justement Elisabeth et Stéphane sur leur expérience dans la cybersécurité. Moi, je reste disponible dans le chat et pour répondre à vos questions sur Malte. Je reviendrai plutôt à la fin pour échanger avec vous lors de la partie questions-réponses. Gloria, je te laisse du coup le micro. Je te remercie. Alors avant de rentrer dans le dur du sujet, je me suis dit que ça pourrait être intéressant déjà de commencer par comprendre les parcours d'Elisabeth et Stéphane. Donc la première question pour eux deux, quels sont vos parcours? Elisabeth? Alors, j'ai commencé au siècle dernier, comme mes cheveux blancs vous le prouvent, chez un groupe industriel et j'ai commencé, par la prod, voilà, réseau, système et j'ai découvert la sécurité le jour où on a eu un très gros pépin. Et là, il a fallu trouver les solutions. Alors comme c'était au siècle dernier, on n'en avait pas beaucoup. Depuis, heureusement, on a quand même beaucoup plus de pratiques. Et c'est comme ça que la passion est arrivée. J'ai continué mon parcours dans des grands cabinets de conseil. Et là, c'était les premières implémentations, des premières solutions de sécurité, les premiers SOC. Et puis j'ai continué et là j'ai découvert le monde justement des normes, le monde de la gouvernance, c'est-à-dire comment s'organiser pour que toutes ces belles solutions fonctionnent bien dans le temps. Comment on manipule ces risques, comment on répond aussi à la réglementation parce que c'est des choses importantes. Et donc aujourd'hui, depuis maintenant 6 ans, j'ai créé ma propre structure et ça me permet d'accompagner alors plutôt des plus petites structures donc où justement la sécurité, c'est pas une personne qui l'incarne à temps plein et il faut gérer aussi un grand nombre d'acteurs puisqu'une petite structure a beaucoup de choses externalisées. Et donc il faut piloter la sécurité en interne avec ses tiers et parfois aller chercher des certifications ISO 27001. Donc voilà, c'est ce que j'accompagne depuis quelques années. Et depuis une quinzaine d'années aussi, je dispense des formations, donc maintenant au campus cyber avec l'organisme HS2, ce qui permet de transmettre aussi tout ce que j'ai appris, tout ce que je côtoie au quotidien et de le transmettre pour que des nouvelles personnes montent en compétence sur ces sujets-là. Je me permets de poursuivre la présentation. Moi, mon parcours, il est totalement différent de celui d'Elisabeth et j'espère que justement ça va permettre d'avoir un webinaire qui soit riche. Donc moi, j'ai démarré en 88 dans l'armée de l'air, qui s'appelle l'armée de l'air et de l'espace aujourd'hui. J'étais contrôleur aérien, voilà, donc j'avais le bac en poche, je suis devenu contrôleur aérien. Et comment on passe du contrôle aérien à la cyber? Globalement, c'est tout bête, mais je porte des lunettes, donc j'ai un peu perdu mon acuité visuelle et je suis arrivé comme ça dans le monde de l'informatique.
développeur, puis chef de projet. Je suis devenu officier, donc j'ai travaillé sur des projets de plus grande envergure, niveau national, hein, le SIRH de l'armée de l'air, le SI logistique de l'armée de l'air, le SI de la paye de la gendarmerie, voilà des choses comme ça. Et ça m'a amené à travailler à très haut niveau dans le ministère des Armées, puisque j'ai été conseiller en stratégie du DSI du ministère des Armées, et on rendait des comptes, si je puis dire, hein, au cabinet du ministre en fait. Donc c'était voilà des missions très très intéressantes, très lourdes aussi, mais et voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur on appelait ça la SSI, la sécurité des systèmes d'information, avant que ça s'appelle la cyber aujourd'hui, en commençant à travailler sur les premières homologations de systèmes d'information dans le milieu militaire. Donc ça existe depuis les années 90 et c'est arrivé finalement dans le monde privé avec la loi de programmation militaire en 2015 notamment. Voilà, j'ai dirigé un centre informatique, j'ai aussi mis en place une organisation cyber dans le commissariat des armées, et tout ça m'a amené finalement quelques années plus tard à rejoindre le groupe Crédit Agricole, donc dans le service du RSSI Group, où là j'ai à nouveau déployé des systèmes j'ai sécurisé le système informatique du Crédit Agricole, que ce soit en France ou à l'international. Donc là, on avait des exigences de très très haut niveau. On va peut-être parler un peu de réglementation tout à l'heure. Donc avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc là, on est dans vraiment le plus haut niveau des exigences de sécurité. Et donc avec ces réalisations, ces déploiements de mesures de sécurité, au bout de quelques années, je me suis lancé dans la création d'entreprises avec une start-up, et puis aujourd'hui, ça m'amène à être totalement indépendant et donc de proposer mes services, comme je le dis en préambule, pour donc du conseil cyber auprès des entreprises, des grands groupes aussi, puisque finalement mon parcours et mon expérience tournent aussi beaucoup autour des grandes organisations. Parfait, c'est très clair. Et effectivement, c'est intéressant de voir qu'on peut arriver à la cyber avec des parcours qui sont complètement différents. Et justement, nous, ce qu'on constate beaucoup à l'association, c'est que la plupart des personnes qui viennent nous voir se rendent compte qu'en fait, quand on commence à vouloir aller dans la cyber et qu'on cherche des informations, on ne les trouve pas, ou c'est flou, ou on ne comprend pas. On a un peu un sujet autour de la démystification de nos métiers. Du coup, ma question pour vous deux, finalement, la cyber, qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Alors, Elisabeth, si tu Stéphane, je t'en prie. Ah bah ok, bah j'y vais. Donc en fait aujourd'hui, le métier de la cyber, c'est un peu un terme tarte à la crème en fait. C'est-à-dire que globalement on dit oui mais toi tu fais de la cyber, donc bah tu t'occupes de ma sécurité. En fait c'est un peu plus complexe que ça parce que la cyber en fait c'est un ensemble de métiers assez différents. Je pense qu'on peut se référer notamment au guide des métiers de l'ANSSI qui d'ailleurs qui va être revu, hein, qui commence à être revu là en ce moment. Mais globalement, voilà, c'est quand même plus d'une vingtaine de métiers différents. Je pense qu'on pourra vous donner un lien sur la cartographie des métiers aussi et le guide de l'ANSSI. Et en fait, on peut travailler autant sur la sécurité des réseaux, la sécurité des applications, la sécurité des données, être technicien et prendre un tournevis pour configurer voilà les serveurs, les systèmes, mais ça peut être aussi, on va dire plus éthéré parce que c'est aussi de la gestion de projet, c'est aussi de l'accompagnement, c'est du conseil. Et donc je pense que finalement c'est un domaine, c'est un secteur d'activité dans lequel beaucoup de personnes peuvent finalement venir travailler parce que il faut pas imaginer que ce n'est que de la technique, de l'hyper technique. Il en faut bien sûr, hein, mais voilà, il y a aussi d'autres pans de métiers qui pourraient vous intéresser. En tout cas, je le pense. Elisabeth? Oui, alors moi, je peux au travers de mon expérience, je peux vous dire qu'effectivement, on peut devenir un jour
enfin rentrer, on va dire, dans le monde de la cybersécurité. Moi, je suis venue par un besoin très technique, et évidemment, je travaillais sur des réseaux, des systèmes, et donc il a fallu sécuriser ces composants-là. Mais de la même façon que si vous êtes développeur, à un moment donné, vous allez vous dire, bah voilà, si mon code a des trous, il va falloir les boucher, et voilà comment je peux finalement devenir un expert de la cybersécurité dans le développement, sur une technologie, sur un périmètre bien particulier. En fait, on se rend compte que le monde de la cybersécurité va y avoir un peu deux concepts. C'est je protège, je viens auditer ou contrôler. Et puis évidemment, après, c'est le domaine de l'expertise qui va s'appliquer. C'est-à-dire, je protège, ça veut dire que dans le métier, dans l'expertise que j'ai technique, je vais m'appliquer à faire en sorte que la cybersécurité soit intégrée, et je peux devenir un référent cyber. Et dans le métier du contrôle, plutôt de venir voir si on est bien sécurisé, on va voir les pentesters, on va avoir du reverse engineering, on va voir tous les métiers de l'audit aussi non technique, l'audit de conformité, qui va permettre de venir regarder le regard. Regarder le statut, le constat, et évidemment derrière apporter des améliorations. Donc finalement, c'est ça qui est bien en fait dans le sujet de la sécurité, c'est que on peut être sur ce qu'on dit souvent le défensif, et l'autre côté le offensif, mais comprenez plutôt, j'essaye de limiter les vulnérabilités, de l'autre côté, j'essaye d'identifier si j'en ai encore, et évidemment si j'en ai encore, comment je peux m'en protéger. Et dans le temps, en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir passer aussi facilement d'un concept à l'autre, soit avec l'expérience, soit tout simplement parce que vous en avez marre de l'un ou marre de l'autre, parce qu'il y en a qui est un peu plus stressant que l'autre. Défendre, peut être fatigant, et surtout si vous avez subi quelques bonnes attaques et vécu quelques moments difficiles. Alors des fois, aller auditer, c'est sympa parce que évidemment, on vient apporter notre expertise sur l'audit. Moi, j'ai vécu les deux. Aujourd'hui, je préfère défendre, mais c'est vrai que vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'arriverez à être en tout cas un expert de la cybersécurité et apporter quelque chose de concret que si vous connaissez ce que vous protégez. Et donc, si vous dites que vous êtes un expert dans le code, encore faut-il savoir coder. Vous êtes expert sur le réseau, encore faut-il maîtriser les concepts de réseau. Donc ça, c'est important, et moi, j'aimerais bien qu'on ne fasse pas des filières de cybersécurité, mais qu'on intègre la cybersécurité aux filières traditionnelles de l'informatique. Et ça permettrait d'être beaucoup plus efficace, et j'espère de mieux lutter contre la malveillance. Oui, je peux rajouter peut-être un petit point, c'est que au cours de votre carrière, vous serez sans doute amené à être confronté à différents domaines métiers, et que vous pourrez passer potentiellement de l'un à l'autre. Et puis je pense que il y a très peu de gens, ou en tout cas ça existe peut-être même pas du tout, en fait, une seule personne qui connaisse l'ensemble et qui ait pratiqué l'ensemble des domaines de la cybersécurité, hein. C'est quand même assez vaste. Donc vous devriez normalement y trouver chacun votre bonheur si ce genre de filière vous intéresse. Et d'ailleurs, une fois qu'on a dit ça, donc on comprend effectivement ce que c'est que la cyber, et qu'on n'est pas que sur des métiers forcément extrêmement techniques, et qu'on a besoin de tout. Quelle certification et formation pour y arriver, une fois qu'on a choisi justement dans quelle voie est-ce qu'on a envie de s'orienter? Stéphane? Alors, les certifications et les formations, on en trouve beaucoup, qui sont soit gratuites, soit payantes, qui sont proposées par des grands groupes, Google, AWS, ou par des organismes français. Elisabeth a parlé de HS2 par exemple, donc c'est quand même une référence, je pense, en France, hein. Hervé Schauer est quand même très très bien, très connu et reconnu dans le monde de la cybersécurité. Voilà, je pense que là, c'est vraiment des formations de qualité. Donc entre se former tout seul et au contraire prendre une formation payante, bon voilà, il y a pas photo. Effectivement, la formation payante vous amènera beaucoup plus loin et plus rapidement. Maintenant, les certifications, c'est ce qu'on peut obtenir après une formation. Donc, il en existe là aussi de très nombreuses. Ça peut être sur du savoir-faire, sur de la technique, ça peut être sur de la réglementation, sur des normes. Moi, je rajouterais, j'ajouterais que en fait, il y a aussi beaucoup de choses que l'on doit à sa propre expérience, hein. Donc, cela dit, beaucoup d'offres d'emploi demandent d'avoir telle ou telle certification.
c'est parfois identifié comme étant une exigence, parfois c'est vu comme étant un atout supplémentaire ou un plus. Donc c'est pas encore toujours obligatoire, mais sachez que pour ceux qui, aujourd'hui sont en formation en master cyber ou en école d'ingénieur cyber, bon bah voilà, ça leur donnera déjà aussi un bagage, très solide qui devrait leur permettre de démarrer. Et puis en entreprise, souvent dans les cabinets de conseil, voilà, il y a quand même une formation avec des certifications, qui sont attribuées aux différents consultants qui interviennent en entreprise. Voilà. Elisabeth? Oui, alors, on va démystifier le sujet de la certification. Enfin, en tout cas, j'essaye parce que, alors déjà, il y a des certifications qui sont faciles à passer, et qui ont une certaine reconnaissance. C'est, celles que propose, par exemple, l'ANSSI ou, la CNIL, ou, suite au MOOC qui est sur les sujets, alors évidemment du RGPD d'un côté et puis des bonnes pratiques, de base, on va dire, de la cybersécurité. Ne serait-ce que les suivre, ces MOOC et obtenir les certifications, c'est déjà bien. Et moi, aujourd'hui, je vois des jeunes sortir des écoles, qui ont pris le temps de leur faire passer ces certifications et c'est déjà bien parce que, pour le coup, c'est quand même des pratiques qui vont aussi, s'appliquer dans la vie quotidienne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des certifications qui sont vraiment attendues par rapport au métier que vous allez, chercher. Et il n'y a pas de mystère. Si vous voulez travailler, dans le monde de la gouvernance, de la gestion des risques, on va s'attendre à ce que vous ayez une certification autour du risk management, si vous êtes sur cet axe-là, donc 27005 ou EBIOS. Si vous êtes plutôt sur les processus de gouvernance, évidemment les SMSI, on va s'attendre à des certifications, des formations, bien sûr, des certifications. Pardon, 27001, donc les normes ISO. Vous êtes sur la continuité, il y a la 22301. Vous voulez accompagner ou prendre une casquette entre la technique et l'application du RGPD, qui est quand même celui qui a le plus de références. Eh bien, il y a des formations au-delà du MOOC, il y a aussi des formations DPO RGPD 27701, qui est la norme qui va aller avec. Donc ça, c'est des formations que vous allez pouvoir candidater. Il y en a. Alors, faites attention où vous passez la formation et obtenez la certification. La certification n'a d'intérêt que si vous avez une formation qui va vous éviter, comme disait Stéphane, des heures et des heures de temps à essayer de comprendre les choses. Et prenez plutôt des formations où on va vous expliquer avec quelqu'un qui travaille vraiment et pas un passeur de slides, qui va vous expliquer la vraie vie et comment ces normes ou ces référentiels sont mis au quotidien, en place au quotidien. Après, si vous êtes plutôt sur un profil plus technique, avec l'envie de pentester ou l'envie d'aller plutôt travailler dans des SOC, et en toute honnêteté, j'espère que vous allez avoir tous envie un jour d'aller faire un tour dans un SOC, parce qu'on a besoin de se protéger et on a besoin d'analystes et de gens qui pilotent aussi ces activités-là. Clairement, oui, il y a des certifications qui sont dédiées. Le Sens est un fournisseur de certification. Alors, en toute transparence, c'est un peu cher. Les formations non françaises ne seront jamais éligibles au CPF, pardon. Donc vous ne pourrez pas taper dedans. Mais il y en a un certain nombre. Si vous avez la possibilité, ensuite, évidemment, c'est un petit investissement. Alors si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous avez une petite structure, c'est de l'investissement, donc vous pouvez aussi le mettre au bon endroit dans votre bilan comptable. Mais clairement, prenez le temps d'aller les passer, prenez le temps d'aller les faire. Il y a beaucoup de métiers techniques où il n'existe pas de vraie certification. Par contre, si vous participez à des CTF, si vous avez cette démarche d'aller prouver votre, on va dire un peu votre investissement personnel, ça marche bien. Contrario, vous arrivez en disant ouais, j'ai le CEH, enfin voilà, le du bas de pentester. En fait, les vrais pentesters, ils vont se marrer parce qu'ils trouvent que c'est un peu des certifications pipeau. Alors, beaucoup d'écoles d'ingénieurs les font passer, mais franchement, dans le monde professionnel, les experts se fichent un peu de tout ça. De la même façon, si vous voulez travailler sur un environnement technique d'un éditeur, oui, il faut vous prendre le temps d'aller passer les certifications. Si vous travaillez dans l'environnement Microsoft et que vous devez sécuriser les AD, passez les certifs pareil chez AWS. Il faut le faire, sinon vous n'êtes pas légitime. Et ce qu'achète un client, c'est votre légitimité à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire lui-même ou qu'il n'a pas le temps de faire. Donc évidemment, il veut s'adresser à un professionnel, donc allez passer ces certifications. Je pourrais peut-être compléter un petit peu aussi, Elisabeth, en fait,
de par mon parcours que j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, dans le milieu militaire, en fait, c'est un peu une particularité, c'est que en fait, les armées forment, leurs spécialistes, et donc là, on obtient aussi, des formations qui sont, extrêmement bien faites et de très haut niveau. Donc de par, le fait, voilà d'embrasser la carrière, militaire. Alors pour une durée courte ou une durée longue, et donc ça permet aussi d'avoir et de voir un domaine, en tout cas une partie différente peut-être de ce que l'on peut trouver dans le monde civil et d'obtenir, vraiment une formation, de très grande qualité qui permet, si après quelques années dans le milieu militaire on veut revenir ou aller vers le privé, qui a beaucoup de sens, et qui est reconnu par des entreprises qui notamment travaillent dans le secteur de la défense. Donc, ça aussi c'est un point complémentaire à ne pas négliger dans votre parcours si jamais, c'est quelque chose que vous pouvez entrevoir. Voilà, je pourrais peut-être encore en parler un peu plus tard, mais globalement, voilà, il y a aussi cette particularité du milieu militaire. Très bien, c'est clair. Alors j'étais en train de l'écrire, mais du coup je vais le dire. Pour ceux qui ne sont pas en cyber, je trouve ça super intéressant votre démarche de participer à ce type d'événement et justement de vouloir intégrer les aspects cyber à votre cœur de métier. Ça vous permettra d'avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à vos concurrents. Et puis bien évidemment, la cyber concerne tout le monde. C'est le moment d'en reparler justement. Oui, Gloria, enfin, je rajouterais, je suis assez bavard. Bien sûr. En fait, les personnes qui aujourd'hui font de la cyber, pour une majorité d'entre elles, des gens qui sont un peu seniors, en fait, n'ont que très rarement en tout cas, fait de la cyber toute leur vie. Il n'y a que maintenant, depuis qu'il y a des masters et des diplômes d'ingénieurs dédiés à la cybersécurité, que l'on a des personnes qui ont vraiment fait les études en cyber pour exercer un métier en cyber. Et je crois qu'il y a des statistiques qui disent qu'il y a plus de 65% des seniors aujourd'hui qui exercent dans le domaine de la cybersécurité, qui viennent d'autres filières. Donc c'est aussi, ça montre aussi la capacité finalement à rejoindre le secteur de la cybersécurité en ayant eu un parcours qui n'est pas teinté cyber forcément. Donc voilà, beaucoup de gens viennent des réseaux, des télécoms, de l'informatique par exemple, hein, mais il y a encore plein d'autres sources, notamment les juristes aussi. Aujourd'hui, c'est aussi un créneau qui peut être très très intéressant pour rejoindre le secteur de la cybersécurité. Tout à fait. Et donc maintenant, on va parler des bonnes pratiques dans la cyber en tant que freelance. Demain, j'ai envie de me lancer en tant que freelance dans la cyber. Qu'est-ce que je dois faire? Les bonnes et les mauvaises pratiques du coup. Et les petites astuces. Elisabeth? Alors, d'abord, il faut être crédible vis-à-vis des sujets de sécurité que vous allez, on va dire, laisser transparaître dès les premiers contacts. C'est-à-dire que si vous transmettez trop d'informations de vos précédentes missions, si vous donnez trop d'informations de manière comme ça très publique, si vous n'avez même pas une adresse mail sur un nom de domaine avec un minimum de sécurité, si vous avez tout ça, on va dire mais c'est quoi les fondements? Enfin, il n'a même pas le b.a.-ba de la cybersécurité qu'il s'appliquerait à lui-même. Comment je peux lui faire confiance pour qu'il travaille pour moi. Donc ça, c'est la première image que vous allez donner de vous, elle est très importante, elle va passer, je vous ai dit, parce que vous diffusez, je sais pas, sur les réseaux sociaux, sur même, bien sûr, même les réseaux professionnels, hein, sur ce que dans une discussion, vous allez lâcher des noms de clients, expliquer de manière détaillée ce que vous avez fait, ça c'est un problème. Parce que ça veut dire que la personne va se dire, mais il va faire pareil avec moi, avec ses prochaines missions, donc ça c'est un souci. Vous envoyez des mails en clair avec des données super sensibles, ça passe pas non plus. Donc il va falloir vraiment acquérir ce b.a.-ba de la sécurité dans vos activités quotidiennes. Vous faites une visio avec un client, il y a des trucs, des pop-up qui sortent, qui voient le nom d'un client ou des trucs perso qui affichent, il va se dire ah ouais, ok, donc non, ça c'est pas des choses que j'envisage pour quelqu'un qui fait de la cybersécurité. Les éléments sur le RGPD aussi.
même si vous n'êtes pas un expert juridique, pardon, même si vous n'êtes pas un DPO, il faut à minimum éviter de faire des choses que malheureusement beaucoup de contacts font comme ça. Vous envoyez un mail avec tout le monde, tous les destinataires en clair dedans, ça c'est des choses qui passent pas. Donc attention à ces petites choses parce que vraiment ça fait on va dire ça, voilà, ça choque et clairement vous passez dans la mauvaise case. Donc une fois que vous avez respecté toutes ces bonnes pratiques, ensuite il y a aussi le comportement et il y a évidemment tous les soft skills autour de ça. Il y a aussi ce que vous avez diffusé. Ouais, quand on apprend que quelqu'un se fait hacker, on se fout pas de lui. On est plutôt bienveillant, on est plutôt dans le soutien. Enfin voilà, donc c'est des choses qui restent. Hein, c'est des informations qui dans votre carrière vont peut-être réapparaître à un moment donné. C'est avoir aussi des conditions générales de vente qui vont intégrer le fait que vous engagez sur la confidentialité de ce que vous allez accéder comme information. Si vous vous lancez dans certaines activités, sachez que c'est réglementé. Situation que j'ai vécue, donc je vous le dis, ne le faites jamais, mais et soyez pas étonnés, mais il y a des jeunes qui font ça. C'est vous rentrez en entretien avec quelqu'un qui dit: «Ah, au fait, j'ai été voir votre site web, il est tout pourri, je l'ai craqué et tout». Et là, vous faites: «Pardon?» Déjà, ça engage pas une bonne relation avec la personne. Donc sachez, hein, je l'ai vu, c'est illégal. Clairement, le côté moi je sais tout et vous êtes nul, même si dans le fond c'est peut-être vrai, mais il faut absolument pas que ça transparaisse dans votre relation avec vos futurs clients. Stéphane, je te passe le relais. Oui, alors je ne peux qu'approuver effectivement ce que tu dis là, Elisabeth. Hein, c'est globalement quand on offre ses services en tant que freelance dans le domaine de la cyber, on sait tous que voilà, la cybersécurité, c'est quand même un sujet qui est un peu touchy dans le sens où voilà, on essaye d'améliorer la sécurité d'un système et si on le fait, c'est parce qu'il a des vulnérabilités, il a des failles et donc il faut évidemment là-dessus être totalement en confiance avec le client, il faut qu'il ait confiance en vous, qu'il ressente cette capacité que vous avez donc à traiter ces problèmes avec en totale confiance et qu'il sache que vous ne serez en tout cas pas celui qui ira en parler sur la place publique ou dans un échange, une communication. Aujourd'hui, on est dans un monde de communication avec la volonté de beaucoup de personnes donc d'aller prendre un peu chacun sa place parmi ces réseaux sociaux, TikTok et autres bien sûr. Je pense que vous n'en trouvez pas ou presque pas dans le domaine de la cyber. Bon, il y a Corben qui est peut-être d'ailleurs que je peux vous conseiller d'ailleurs, mais sinon en fait lui ne dévoile pas ce qu'il fait chez ses clients. Au contraire, il donne des conseils. Mais voilà, en fait, je pense qu'on s'expose très très peu quand on travaille dans la cyber parce que, comme l'a dit Elisabeth, hein, en fait, il faut éviter de prêter un peu le flanc à de la critique potentielle parce que demain, chez un client, voilà, il faut être crédible, il faut inspirer confiance. Il faut avoir eu un parcours, j'allais dire irréprochable aussi en la matière. On parle en sécurité de trois critères qui sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Je pense que finalement, ça s'applique aussi à nous en tant que spécialistes cyber. Il faut qu'on soit qu'on donne confiance, qu'on travaille en confidentialité. Il faut qu'on soit intègre, c'est quand même très très important. Et puis moi qui viens du milieu militaire, c'est vraiment quelque chose d'hyper important que je place très haut. Et puis la disponibilité aussi, parce que en fait, pour traiter des problèmes de vulnérabilité ou de faille dans un système d'information, il faut savoir donner de son temps, de son énergie pour ramener finalement la situation vers du mieux, voilà, vers moins de risques globalement. La cybersécurité, c'est surtout savoir appréhender les risques que court le client. On n'arrive pas toujours à tout améliorer et comme je disais tout à l'heure, comme on l'a dit, il y a plusieurs métiers dans la cybersécurité. En tout cas, quand on intervient chez un client, voilà, il faut faire tout son possible pour améliorer la situation. Et puis, je rajouterai un élément complémentaire qui fait pas toujours très très plaisir aux clients, mais c'est qu'il faut être très franc.
Il faut savoir dire les choses, quitte à ce que ça heurte, hein, ou que ça fâche. Mais quand il y a une mauvaise pratique et qui crée une faille de sécurité, il faut savoir l'identifier. Et ça, c'est notre métier de spécialiste cyber, hein, de pouvoir les identifier. Mais surtout, d'aller voir le responsable et de dire, ben là, il y a un gros problème. Ça peut être humain, technique, organisationnel, hein, mais il faut vraiment le dire. Et en domaine de sécurité, de façon très large, voilà, il faut être franc, honnête, ne pas hésiter à dire les choses. Et ça, je pense que c'est aussi un soft skill qu'il faut savoir développer. Et je pense que le client ne pourra qu'en être satisfait d'avoir peut-être compris quelque chose grâce à votre intervention, qu'il n'aurait peut-être mis beaucoup plus de temps à comprendre, ou voire même qu'il serait passé à côté. Donc ça, c'est aussi un point très important dans les bonnes pratiques. Petite question supplémentaire. Finalement, quand on est freelance, on est aussi son propre commercial. Est-ce qu'en cyber, les compétences suffisent? J'arrive avec mon CV, j'ai toutes mes expériences et ça passera. Ou est-ce qu'il faut quand même avoir des compétences justement en termes de commerce, de vente? Ah non, il va falloir savoir vendre. Ouais. Oui. En tout cas, il va falloir être précis sur ce que vous allez apporter. Ne pas prendre. Alors, de la même façon que vous allez présenter, il va falloir être très didactique et expliquer aussi la différence de ce que vous allez proposer, vendre, et ne pas s'engager à des choses miraculeuses. Après moi, il y aura plus de bugs dans votre code. Non, tout ça, c'est pas vrai. Il faut être très raisonnable, mais il faut être précis aussi sur ce que vous allez délivrer. C'est-à-dire que si vous allez apporter un conseil, vous expliquez bien factuellement ce que vous allez donner. Et c'est ça où le commerce entre en ligne, c'est d'expliquer, rassurer bien sûr, de donner des éléments précis de manière à ce que ce soit aussi plus facile derrière pour juger les différentes offres qu'il va y avoir. Si c'est juste, si on n'achète que votre temps et votre compétence, bah, vous allez expliquer votre compétence. Voilà, et vous allez expliquer comment vous pouvez, par votre expérience, alors le moins possible en citant le nom de client, mais en tout cas, vous pouvez donner des domaines ou des dimensions ou des contextes sans forcément citer les noms. Et si vous avez l'autorisation, ben dans ce cas-là, vous citez les noms. Éventuellement, vous pouvez vous faire recommander. Et ça marche très très bien dans la profession. Mais il va falloir effectivement savoir vendre votre compétence, non pas brute, en disant bah, j'ai tel certif, c'est tel certif, mais plutôt la compétence en disant j'ai réalisé telle mission et ça a permis, je sais pas, l'expérience que j'ai apportée dans l'équipe de développement a permis que on limite le nombre de vulnérabilités quand on est passé en prod. Ça a permis de pouvoir mieux gérer les configurations des systèmes chez AWS. Ça a permis, voilà, il faut que vous soyez plutôt dans des choses concrètes auxquelles va pouvoir se rattacher la personne qui va vous solliciter. Évidemment que quand on vous achète une mission avec un début, une fin et un objectif, il faut expliquer comment vous allez atteindre cet objectif. Si vous devez les solliciter, si vous devez collaborer avec eux, il ne faut pas les masquer. Il ne faut pas imaginer que, ok, vous me donnez une échéance, un environnement, et puis je ne vais jamais vous solliciter, je vais travailler tout seul dans mon coin. C'est quand même assez rare. Et donc, il faut ne pas oublier de parler de ça. Ce qui va être important aussi, c'est comment vous allez présenter le sujet de la sécurité. Il ne faut pas faire peur pour faire peur. Il ne faut pas, voilà, si vous voulez vous lancer dans une autre carrière, mais clairement, quand on est là en disant oui, évidemment qu'on vit dans un monde de risques, évidemment que votre activité elle est ciblée, elle est voilà par des sujets très concrets qui sont la malveillance, la mafia, enfin voilà. À titre individuel, les gens, en général, comprennent bien ce que c'est que les attaquants. Et en plus, ils sont dans un domaine réglementé, bah voilà, ils ont été sensibilisés probablement. Donc, il faut juste expliquer comment on va limiter le risque, comment on va apporter des solutions très concrètes, comment on va faire tout ça. Et c'est ça qui va être important. Et c'est là au moment où vous allez avoir une discussion apaisée, pas enflammée, mais apaisée, en disant oui, il y a des risques, oui, il y a des solutions, oui, il y a des choses comme ça, et en disant à chaque fois comment factuellement vous allez intervenir et les aider, que finalement vous allez rassurer, parce que avoir peur, ils l'ont déjà, ça sert à rien d'en mettre un peu plus, et il faut plutôt être là dans le constructif et apporter des solutions. Merci Elisabeth pour ta réponse. Maintenant, si on passe à la légitimité. Finalement, quand on regarde, et je suis sûre que vous pouvez tous le faire sur Malte justement, regarder les profils des personnes qui sont aujourd'hui, qui se proposent justement sur Malte. On va avoir des personnes qui ont beaucoup d'expérience, d'autres qui ont moins d'expérience. Il y en a toutes les panoplies de métiers finalement qu'on peut avoir en cyber. Donc finalement,
Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, bah, je peux aussi rentrer dans le jeu, j'ai aussi le profil pour devenir moi aussi freelance et je pourrais aussi avoir des clients. Comment est-ce qu'on fait pour se dire, bah, je passe le pas en fait? À quel moment je suis prête ou pas finalement? Stéphane? Eh ben, je pense que déjà ça dépend de chacun. Parce que soit c'est une volonté affirmée, très nette, dès qu'on a fini ses études et on veut voilà être un peu son propre chef. Hein, alors on, on peut démarrer tout de suite comme freelance. Et puis comme le disait Elisabeth, je pense que voilà, il faut monter sa propre structure. Et puis ensuite, on endosse aussi le costume du chef d'entreprise. Donc il faut être complet pour le coup. Alors il y a des choses qui s'acquièrent avec l'expérience. Donc peut-être qu'au tout début, ça va être, on fera peut-être des bêtises ou des oublis, mais en tout cas c'est très bien de se lancer. Et il y a pas de raison que ça ne marche pas à partir du moment où voilà vous avez une formation solide. Donc je pense que ça c'est quand même hyper important. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la crédibilité. La confiance, donc c'est-à-dire que voilà votre savoir-être, on l'a expliqué. Mais je pense que vous pouvez aussi vous lancer beaucoup plus tard ou plus tard en tout cas, et faire valoir ce que vous avez fait dans votre parcours, dans votre carrière professionnelle, et essayer d'en tirer le meilleur profit dans les conseils que vous pouvez donc proposer aux entreprises. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de date ou d'échéance particulière, quand on veut devenir freelance. Je pense que c'est quand on se sent prêt à le faire et donc qu'on dispose d'une capacité à répondre aux besoins des clients. Parce que finalement, un freelance, c'est quelqu'un qui s'expose, qui gère sa propre entreprise et qui vient répondre à des besoins de clients. Et pour être choisi par un client, je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, faut inspirer confiance, être crédible. Euh, et je pense que à partir du moment où vous avez un certain savoir-faire, que vous avez la possibilité, comme le dit Elisabeth tout à l'heure, de présenter les réalisations que vous avez pu faire chez les uns, chez les autres, c'est sans doute plus facile que de démarrer de zéro, juste en sortant après avoir quitté les bancs de l'école. Mais ça dépend de chacun. Il faut aussi penser que la cyber et l'informatique, c'est un milieu qui est très très évolutif et tous les jours. On lit la presse, il y a des nouveaux sujets et le quantique arrive demain. Enfin bref. Et la veille, c'est indispensable. Donc, quand on devient freelance, il faut aussi penser que, en fait, une partie de votre crédibilité repose aussi sur le fait que vous êtes au courant des dernières nouveautés, sur les risques sur l'intelligence artificielle, par exemple. Et puis, je pense que un point essentiel, c'est que vous devez aussi cultiver votre réseau. Et c'est-à-dire les personnes avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous pouvez potentiellement être amené à travailler. Et ça, entretenir un haut niveau d'échange avec eux, parce que aujourd'hui, vous ne savez pas quel sera votre client de demain. Et voilà, donc il faut communiquer, mais donc toujours avec prudence et en toute confidentialité, bien sûr. J'ajouterais que la cyber est un monde extrêmement petit. On retombe toujours sur quelqu'un à un moment ou à un autre. Donc effectivement, il vaut mieux faire attention. Et qui a besoin C'est de se pas faux. féminiser. Oui, c'est ça. Moi, pour compléter, je pense qu'au-delà de vos compétences professionnelles, c'est aussi votre capacité à gérer cette autonomie alors, c'est de l'autonomie, le freelancing, mais c'est aussi des risques. C'est aussi plus difficile, je ne sais pas si vous êtes jeune et que vous voulez acheter une maison, d'aller voir votre banquier et dire coucou, je suis freelance. Ah, comment ça, vous rentrez pas dans les cases. Donc, faites attention à ces problématiques-là dans votre vie. C'est aussi, on vient de vivre plusieurs crises. Il y a eu un moment où, au moment du Covid, être freelance, c'était pas confortable du tout parce que c'était les premiers qu'on a mis dehors des entreprises, voilà, quand vous étiez fournisseurs. Donc, il faut faire attention à ces risques-là. Il faut savoir rebondir si jamais vous êtes amené à les vivre. Et puis, évidemment, les accidents de la vie. Quand vous êtes malade et que vous produisez pas, on vous paye pas. Ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est des sujets qu'il va falloir vraiment que vous posiez et que vous acceptiez de le faire. Ensuite, c'est une charge administrative. Et vraiment, oui, il va falloir, on parlait tout à l'heure, faire une offre. Alors même si on utilise des plateformes comme Malte qui nous proposent beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut aussi suivre ce qui s'y passe et de vérifier qu'on est payé.
être sûr qu'on est payé comme il faut, relancer si c'est nécessaire. Donc là, Malte nous aide sur beaucoup de choses, mais derrière, il y a forcément, il faut payer TVA si vous y êtes soumis, il faut faire les déclarations attendues. Il y a des opportunités d'accompagnement qui vont vous être proposées, vraiment si vous n'êtes pas capable en termes de temps et aussi de voilà de ne serait-ce que de contraintes d'organisation à le faire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent vous aider et ça se paye, hein, il n'y a pas de mystère. Donc il faut que vous travaillez aussi pour payer ces services si vous ne pouvez pas les faire vous-même. Et je dirais même que c'est une charge mentale très importante. Donc il faut voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. C'est quand vous rentrez le soir, vous n'avez pas juste fini votre journée de travail, vous devez aussi gérer la compta s'il y a de la compta, les déclarations, voilà, vérifier tout ce qu'il y a à faire. Il faut vraiment faire très attention. Donc ça c'est un sujet. On n'est pas tous matures et certains ne seront jamais matures pour gérer tout ça. Et c'est très bien que l'entreprise où ils sont salariés les encadre et gère ces éléments-là. L'autre point aussi qu'il va falloir faire attention, tu disais faire la veille, ouais, ça ne s'arrête jamais. En fait, vous pouvez jamais vous reposer sur vos lauriers, ça bouge. Moi, ma technique, je prends les transports, hein, c'est peut-être pas votre cas, mais moi je prends régulièrement les transports. Et en fait, dans mes transports, je regarde pas les derniers Netflix ou je ne sais quoi. Je lis ma veille, je lis des podcasts, enfin j'écoute des podcasts ou en tout cas je lis aussi. Alors, je vois dans les questions qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions ou aller chercher l'information. On a vraiment de la chance, c'est qu'en général, on partage. On est vraiment dans le partage puisqu'on lutte contre plus fort que soi hein, dans le monde de la cyber et même de la réglementation légale. Donc, il y a des super postes de DPO ou en tout cas de juristes qui font des trucs super. Vous les suivez, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous les suivez, vous avez des informations super intéressantes. Là, j'ai vu qu'il y avait des choses qui parlaient de Nice. Oui, Nice 2. Là, ça fait 2 jours, ça chauffe dans tous les coins parce qu'ils en ont parlé au mercredi, nos ministres en ont parlé mercredi. Aujourd'hui, sur la loi de transposition, on l'a raté, on a raté l'échéance, nous, les Français, mais d'autres l'ont fait. Et tout ça, c'est voilà, ça parle, ça parle, ça parle. Il faut bien sûr aller chercher l'information au bon, parce qu'il y a aussi un peu on va dire, du marketing là-dedans. Hein. Il y en a qui sont là pour se faire voir et vendre un produit ou une solution. Aller chercher les gens qui le font vraiment pour éduquer, pour partager l'information. Il y a des gens qui sont experts sur certains sujets, qui sont formidables, qui passent leur temps à communiquer, à donner des trucs hyper techniques, hyper sympas. J'ai vu glisser l'OASP, ouais, tous ces trucs-là, c'est vraiment bien. Mais c'est du temps. C'est du temps qu'il va falloir que vous trouviez dans votre journée. Je vous dis, utilisez les transports, enfin tous ces moments où de toute façon vous êtes passif, donc profitez-en. Et sinon, sachez que oui, la semaine ne s'arrête pas le vendredi soir, que le week-end, on se lit. Alors j'espère que vous n'allez pas vous lire les 800 pages du commentaire sur Nice 2, mais il y a des synthèses, il y a des choses, ouais, vous allez le faire et c'est tout à fait normal. Et le pire, c'est que ça serait d'arriver au bureau ou chez le client ou discuter, d'entamer une discussion chez le client en arrivant et qui vous parle d'un truc et vous découvrez le sujet parce que ça fait plusieurs jours que vous êtes à côté ou vous suivez pas. Franchement, ça vous décrédibilise si ça vous arrive. Alors que vous n'ayez pas lu le dernier truc en disant oui, j'ai lu une synthèse, machin, ok, mais découvrez pas la vulnérabilité où les gens ont passé, je sais pas, 2 jours à bosser dessus, alors que c'est le cœur de votre métier et que vous n'êtes pas au courant, vous serez pas du tout crédible. Merci pour ta réponse. Et on va essayer de conclure très rapidement. Si vous pouvez faire un retour d'expérience justement sur le freelancing dans la cyber, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et notamment, je me pose une question, une fois qu'on est en mission et qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à accompagner notre client sur un sujet parce que en fait ça nous dépasse. Ça fait beaucoup de questions, mais je vous laisse. Bon, oui, moi, pour moi personnellement, mon retour d'expérience dans le freelancing, dans la cyber, c'est que en fait, globalement, la cyber c'est tellement vaste que on peut exercer voilà une partie du métier qui nous plaît. C'est vrai que être chef d'entreprise, quand moi j'ai jamais été, puisque j'étais beaucoup dans les armées, beaucoup Crédit Agricole, et puis là je me retrouve chef d'entreprise. Bon, globalement, ça se fait quand même très bien. Hein, donc voilà, en tout cas pour moi, ça c'est pas un souci. Je pense que le fait de faire des missions chez un client, notamment si c'est des missions longues, ça ne vous fait pas non plus un grand nombre de comment dire ça, de dossiers de comptabilité à gérer. Voilà, donc c'est plutôt une comptabilité, en tout cas pour mon cas, qui n'est pas du high level, hein, donc ça se passe quand même plutôt très très bien.
Mais il faut quand même savoir gérer son entreprise. Donc il y a les aspects juridiques, financiers, comptabilité, commerciale surtout, parce que, comme le disait Elisabeth, hein, une fois que vous avez fini votre mission chez un client ou fini votre journée, en fait, et que la mission se termine dans 2 semaines ou dans un mois, en fait, il faut penser à la mission d'après. Donc il faut aussi prévoir un petit peu de temps pour prospecter et décrocher la mission suivante. Et puis je pense aussi en termes de TJM, ça peut être bien d'en parler aussi. Il faut savoir bien se positionner. Et se positionner, c'est quand même un point crucial parce que en fait, il y a des personnes qui vont vouloir travailler avec vous pour vos compétences. Et donc là, j'allais dire pour le coup, l'argent ou votre taux journalier moyen est un peu en deuxième plan. Mais il y a d'autres personnes qui en fait cherchent quelqu'un à un tarif, quel que soit peut-être son niveau de compétence ou son niveau de seniorité. Ou alors le pire, hein, c'est que ils veulent un hyper compétent à un prix hyper bas. Bon, donc là c'est un peu la quadrature du cercle pour eux. Donc il faut pas tomber dans le piège de baisser son TJM parce que pour décrocher une mission, parce qu'en fait ça fait du mal à toute la profession forcément. Et puis surtout, vous ne vous en sortirez pas parce que vous avez donc ce que vous en retirez vous comme votre salaire, mais il y a aussi donc les intermissions, là où vous ne travaillez pas, vous pouvez aussi prendre des congés, vous n'êtes pas payé non plus. Et puis en cas de coup dur, hein, il faut aussi penser que vous allez faire du ski et malheureusement voilà vous faites une entorse, et là aussi c'est un coup dur de la vie qu'il faut savoir gérer. Donc pour moi globalement, je dirais que j'ai beaucoup travaillé avec mon réseau. Et il me le rend bien en fait, hein, donc et ça permet de décrocher des très belles missions. Si je sais pas faire, en fait, globalement, moi, avec mon réseau, j'ai la chance d'avoir des gens qui ont voilà des très bonnes compétences et qui m'apportent leurs conseils. Je l'ai pas, enfin, ouais, je vais rester un peu, non, je vais pas rester modeste, mais globalement, le fait d'être allé dans les armées, il faut comprendre que les armées ont à peu près 10 à 15 ans d'avance sur le milieu civil en matière de cybersécurité. Donc, j'ai aussi cette chance-là d'avoir vraiment aussi ce petit coup d'avance, on va dire, par rapport au milieu civil, qui est un vrai différenciant. Donc, pour moi, l'expérience, voilà, c'est que du bonheur. En fait, ça fait à peu près un an et c'est que du bonheur en tout cas. C'est une belle Alors, conclusion, Elisabeth. moi aussi, c'est beaucoup de plaisir parce que, alors, c'est un choix, hein, c'est de faire des missions dans des petites structures, même si parfois des grandes m'appellent, donc je les accompagne aussi, mais sur des missions plutôt courtes. Hein, moi, je ne cherche pas de poste de régie, mais clairement, c'est génial parce que j'ai l'impression vraiment d'apporter quelque chose d'efficace, rapide, ciblé, à un prix raisonnable, parce que de toute façon, embaucher quelqu'un, ça serait pas ils n'en seraient pas capables, et de toute façon, voilà, un salaire, c'est une charge importante pour une entreprise. Donc, rien que la sécurité, si c'est salarié, ça veut dire que forcément, il y a une dimension de l'entreprise, il y a une valeur dans l'entreprise qui est très importante. Donc évidemment, moi je travaille parfois avec des sociétés qui font moins de 10 personnes. C'est clair que c'est pas possible d'embaucher quelqu'un qui serait dédié à faire de la sécurité. Alors évidemment, sauf si leur sujet est faire de la sécurité, mais ça c'est autre chose. Donc déjà, c'est un échange extraordinaire. J'ai découvert des métiers. Mon passé dans les grands groupes, c'est qu'il y a certaines activités que vous ne ferez que salariés, ou dans des grands groupes, comme tu disais Stéphane, dans des domaines étatiques. Hein, oui, gérer la sécurité de l'État, ça ne se fait que dans des acteurs régaliens, que ce soit la défense, la police ou d'autres. Donc si vous êtes dans ces ambitions-là, bon, vous pouvez intervenir en freelance, mais à un moment donné, investissez-vous plus et rentrez dans ces genres de structures. Le retour d'expérience que j'ai aussi sur le freelancing, c'est un challenge de tous les jours. Et ça n'est pas fait à tout le monde. Mais moi, je suis tous les jours, j'ai envie de découvrir des choses. Tous les jours, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, même si techniquement, il y a des sujets que je maîtrise beaucoup moins bien qu'il y a quelques années. Mais voilà, l'IA est arrivée. Oui, c'était pas juste consommer de l'IA, c'est réfléchir s'il y a des risques derrière l'IA, et pas seulement rester là. Et mine de rien, dans la sécurité, l'IA, c'est génial.
c'est un outil super et on en a besoin. Et donc ça, voilà, c'est une autonomie que quand j'étais dans des grands groupes, j'avais une tâche à faire, j'avais une mission, j'étais un peu confinée sur un poste et j'avais pas forcément cette autonomie, cette liberté d'aller chercher ailleurs. Ce que j'ai et ce que je m'astreins aussi, puisque donnant des formations, j'ai pas le droit d'être ne pas à la page. Donc forcément, c'est aussi un investissement important. Donc ouais, non, je pense que le mode du freelancing, c'est aussi peut-être un moment dans votre vie, soit entre deux périodes de salariat, soit voilà dans votre histoire personnelle. Ça peut être partiel. C'est-à-dire que moi, j'ai des collègues formateurs qui sont dans un poste et qui font en freelance, qui dispensent des formations en freelance. Donc, ça peut être aussi un complément ou en tout cas une activité annexe. Quand vous êtes effectivement dans un métier bien particulier où on s'attend à que vous fassiez une tâche, mais vous avez d'autres aspirations, vous pouvez aussi le faire en freelance. Il faut bien sûr que ça se fait en toute, avec l'accord évidemment de votre entreprise. Oui. Mais quand vous allez dans les facs, quand vous allez dans les écoles, il y a énormément de formateurs. Ce sont des professionnels et c'est mieux. Mais ça veut dire que ce ne sont pas des professionnels de la formation, c'est des professionnels d'un sujet et ils viennent former. Donc, si vous avez ce goût-là, vous allez faire la formation freelance, c'est génial. Je vous la recommande. Vous ne faites pas avoir sur le TGM, je suis d'accord avec toi. En même temps, n'imaginez pas parce qu'il y a on va dire des consultants qui se vendent à 2000 € jour, hein, c'est ce que m'a dit pour faire de la sécurité AWS, mais ils ont le tampon AWS et c'est AWS qui les vend. N'imaginez pas vendre ça tout le temps, hein, soyez raisonnable. Le juste prix, c'est aussi celui que l'entreprise peut se permettre de payer. Et ben si ça vous correspond pas, vous allez chercher une autre mission et puis si vous avez faim, vous la prendrez parce que vous avez faim. Donc voilà, c'est un peu le retour d'expérience que j'en ai, mais en tout cas, ouais, c'est génial et c'est génial même si vous le faites qu'un temps. Et si vous le faites ponctuellement entre deux Oui. moments de salariat, et ça vous apportera énormément quand vous allez retourner faire du salariat, c'est-à-dire l'autonomie que vous aurez acquise en tant que freelance, vous allez l'apporter aussi dans l'entreprise auquel vous allez rejoindre en tant que salarié. J'espère qu'on n'a pas été trop long, Gloria. Non, ça va. Je regardais l'heure. Voilà, il faut laisser la place aux questions quand même, oui. C'est ce que j'allais dire. Et on va peut-être passer aux questions, Céline. Ouais, tout à fait. Merci à tous pour ce retour d'expérience qui a beaucoup plu, d'après ce que je vois dans le chat. Effectivement, on va prendre les questions par ordre de vote. Je vais les afficher à l'écran. Voici la première qui a été le plus plébiscitée. Donc, quelles sont les formations que vous recommandez, étant donné qu'on en trouve beaucoup sur le marché, et pareillement pour les certificats. Après, c'est assez général, mais... Plus toi, Elisabeth, peut-être, je sais pas. Alors évidemment, vous allez dire que je prêche par ma paroisse, mais si vous venez suivre des formations chez HS2, on vous accueillera avec grand plaisir. Ouais, enfin, j'allais dire, je les connais pas toutes, hein. Il y a des domaines très techniques sur lesquels j'ai pas forcément de retour, mais c'est vrai que les formations Sens, elles ont beaucoup d'images, de bonnes images. Donc sachez qu'elles existent sur le territoire français, elles peuvent exister en français. Il y a des contraintes. J'ai vu dans les questions, dans les remarques, à un moment parler de CISSP. CISSP, c'est vraiment pour découvrir le sujet. C'est une vision plus américaine. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on travaille en Europe? Pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que c'est les bases, c'est extrêmement contraignant. Mais si vous allez vous vendre dans certains grands groupes ou dans des sociétés internationales, vous êtes pratiquement obligé d'avoir le CISSP. Moi, personnellement, je l'ai pas. Regardez, je viens de faire... Je n'ai pas encore fini ma carrière, mais en tout cas, vous voyez, Je l'ai pas non plus. j'ai passé 5 décennies et pour le coup, j'ai quand même réussi à faire du boulot et machin. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça fait partie des critères et si vous répondez à un dossier avec des acheteurs, ils vont vous demander le CSSP. Vous prenez beaucoup de recul dessus, d'accord? C'est pas ce que vous ferez au quotidien. Et c'est vraiment la vision très large de plein de sujets de sécurité avec un pavé à faire. Moi, j'ai des collègues formateurs qui vous apprennent pendant 5 jours finalement à savoir répondre aux questionnaires plus que vraiment à apprendre la sécurité, même si vous aurez une base. Mais attention, c'est pas ce qui va vous rendre opérationnel. Donc, allez plutôt chercher, si vous voulez rentrer dans les opérationnels, plutôt des formations. Alors, je vous ai dit licence. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a aussi non certifiantes, mais faites par des très bons organismes de certification, des très bons organismes de formation. Évidemment, moi, je prêche pour ma paroisse, mais voilà. À la limite, vous avez et je vu, il y a aussi des gens qui posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut qu'on suive comme podcast, machin. Il y en a beaucoup et je les écrirai pas, et je les dirai pas forcément à l'oral, mais vous avez nos infos sur LinkedIn. Vous nous posez, vous
moi je réponds autant que je peux. Alors, je suis pas très réactive la journée parce que je travaille avec LinkedIn, c'est plutôt le soir, mais je réponds, je vous oriente, vous me dites je veux faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je connais pas tout, mais avec grand plaisir, je vous orienterai, ou en tout cas, je vous éviterai de faire des erreurs. Je rajouterais juste que pour les formations, il faut bien regarder le programme. Après, ça dépend si on parle de formation pour des professionnels ou si on parle d'un cursus vraiment scolaire. Mais voilà, il y a pas mal de programmes de formation qui sont un petit peu hors sol, qui finalement apprennent tout et du coup rien finalement. Donc ça dépend aussi de quel est l'objectif derrière. Est-ce qu'on a envie de se former pour un métier bien précis? Et dans ces cas-là, si j'ai envie de faire du pentest, je vais peut-être pas m'apprendre la 27001. Enfin voilà, il faut bien regarder effectivement le programme. Alors, Gloria, en formation 27001 la semaine dernière, j'avais une pentesteuse, un SOC analyste, donc ça fait partie de votre contexte. Maintenant, il y a des formations de 2 jours, il y a des formations de 5 jours. Évidemment, si vous ne le ferez pas au quotidien, vous prenez la 2 jours et ça peut suffire. Il y en a une sur le site de l'ANSSI aussi que je recommande, qui est vraiment assez complète, et on peut leur faire confiance pour que les contenus soient de qualité. Merci beaucoup pour vos réponses à tous les 3. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va pouvoir encore poser une ou deux questions. Celle-ci, je pense, concerne beaucoup de freelances qui ont un peu des doubles activités. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les connaissances à avoir en matière de sécurité en fonction des professions. Par exemple, quand on est dans le développement web, quelles sont les connaissances sans forcément être un expert en cybersécurité? Bon, je vais démarrer. Donc globalement, je pense que, on l'a dit tout à l'heure, hein, la cybersécurité, c'est un domaine avec plusieurs sous-domaines de spécialisation. Donc effectivement, sur la partie applicative, il y a des références. On a parlé de l'OWASP tout à l'heure pour ce qui est application web. Donc c'est un peu un incontournable. Si vous faites du développement web, comme c'est écrit dans la question. Voilà, le WASP, c'est votre guide, c'est que vous mettez sur votre table de chevet. Il y a un top 10 dans le WASP, donc les 10 meilleures recommandations pour développer une appli qui tienne la route et qui aujourd'hui évite bêtement de se faire avoir avec les attaques les plus courantes. Donc ça, je pense que voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, je crois pas qu'il existe finalement aujourd'hui un référentiel qui puisse vous dire face à telle partie, telle matière ou métier de la cybersécurité, quel est le bon référentiel. Mais globalement, on en trouve beaucoup. Les Américains sont très très forts avec le NIST, qui est un peu l'équivalent de l'ANSSI. On va dire équivalent. L'ENISA, ouais, voilà, au niveau européen. ENISA. Voilà, qui est donc l'ANSSI au niveau européen, et qui produit des documents, mais qui ont vraiment une vocation à aider les entreprises ou les personnes qui interviennent dans les entreprises à avoir des bonnes pratiques pour se sécuriser, et là sur beaucoup de domaines. Et ils font même des petites choses pour le cercle familial d'ailleurs, mais bon, c'est un peu anecdotique. Voilà. Donc le WASP. Oui, c'est majoritairement au WASP. C'est très efficace de challenger si vous développez déjà, d'aller utiliser les outils, parce qu'il y a des outils en fait qui vont vous montrer vos faiblesses, et en fait il va falloir évidemment éviter de les répéter, donc apprendre de vos faiblesses. Il y a quand même des bonnes pratiques de développement par type de langage et que vous allez pouvoir aussi récupérer. La communauté, elle est vraiment très vivante, et donc si vous développez dans un environnement, il y a des chances que dans les blogs ou dans les FAQ autour de votre environnement de développement, vous alliez trouver des informations. C'est parfois un peu de recherche, mais on a évidemment des formations à HHS2 sur le sujet. Dans le guide de l'ANSSI, et il y en a un autre, et au club, il y a des clubs aussi qui travaillent sur les sujets. Vous pouvez, nous, il y a l'OSIR sur le libre, par exemple, qui tous les mois parle les abonnements sont quasiment ridicules, hein, c'est des associations avec des coûts annuels ridicules, mais surtout, souvent les présentations mensuelles sont ouvertes à tous, même si vous n'êtes pas adhérent. Donc, n'hésitez pas à participer. Donc, l'OSIR, O2SIR. Si vous avez des sujets très spécifiques,
n'hésitez pas, votre communauté va peut-être pouvoir vous aider. En tout cas, c'est enfin, ne restez pas bloqués, sollicitez et vous allez voir que en général, les gens de la cyber vous répondent assez naturellement. Voilà. Et moi, je suis prêt à faire le relais parce qu'il y a plein de sujets que je ne connais plus. Je suis prêt à faire le relais et à vous présenter ou vous introduire dans des clubs, des associations, des groupes de partage où les gens naturellement vont vous répondre. Je rajouterais juste, au-delà du développement web de manière générale, si vous avez effectivement un cœur de métier qui s'éloigne de la cyber mais qui a quand même un petit rapport, pourquoi pas travailler sur un partenariat avec justement un autre freelance qui aura les compétences en cyber et vous pourriez travailler ensemble. En fait, ça peut être, j'ai eu le cas justement d'une développeuse web qui devait faire un site web et qui avait un partenariat avec un freelance en cyber pour justement appuyer son travail. Ce que j'avais trouvé très intéressant comme démarche. Donc, vous pouvez aussi travailler avec la force du collectif. Merci Gloria, c'est un parfait mot de la fin de parler du collectif. Merci à tous pour toutes ces questions et tous ces échanges, c'est toujours très riche. On arrive du coup à la fin du temps qui nous a imparti, il est midi pile. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais auxquelles vous avez en fait directement répondu dans le chat, donc c'est parfait. Il y a bien un replay qui va être envoyé suite à cette session. Vous pouvez aussi contacter Gloria, Elisabeth et Stéphane via LinkedIn si vous souhaitez échanger. C'est aussi le but de ces formats, c'est créer des liens dans la communauté. Donc n'hésitez pas. Et je remets dans le chat un lien pour pour que vous puissiez nous donner votre avis sur ce webinaire justement. Je ne sais pas si vous avez aussi de votre côté un mot de la fin, Elisabeth et Stéphane, suite à cette session. Alors, si vous n'êtes pas encore dans la cyber, venez. On a besoin de vous. Oui. Vraiment. Et on n'est pas que des geeks à capuche comme dans iRobot. Et encore même les geeks à capuche, on descend des bières et on se passe des bons moments aussi. Donc venez, on vous attend. Ouais. Moi, je rajouterais qu'il y a 80% d'hommes dans la filière, donc même si vous êtes une femme, ne vous sentez pas intimidé par cette situation. Au contraire, venez. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour vous. Vous avez une autre façon peut-être d'aborder les problématiques, et je pense que ça vient largement compléter notre façon de travailler. Et un petit bonus pour des personnes qui voudraient aussi peut-être vivre des choses extraordinaires dans la cyber. Mon parcours d'ancien militaire me permet de vous dire ça, c'est n'hésitez pas à aller dans la gendarmerie, dans les armées, vous allez vraiment vivre des choses extraordinaires que vous n'aurez pas l'occasion de vivre dans le civil. Donc faire de la lutte offensive, de la vraie lutte offensive, hein, et vraiment ça vous servira tout au long de votre parcours. Je suis prêt à répondre justement à des questions sur le sujet en messagerie privée, donc n'hésitez pas. Et puis merci beaucoup pour votre écoute et puis pour toutes ces questions. C'était un vrai plaisir.